Le 17 octobre 1822, Charleston, Caroline du Sud. Le sol du Low Country bat une nouvelle sorte de crue ce soir-là. Le sang amer des maîtres. La nuit s'ouvrit comme une page d'écriture sainte écrite en sang. On dit qu'aucun ange ne descendit, qu'aucune trompette ne sonna, mais le jugement vint tout de même, porté par les mains de Naomi. Elle n'avait que 38 ans, une servante domestique enchaînée, pourtant dans son silence brûlait le feu de 1000 psaumes non chantés. Avec un couteau de cuisine serré comme une croix renversée, elle marchait non comme chair, mais comme courroux. Cette nuit-là, elle ne plia pas, elle ne supplia pas, elle ne se repentit pas. Naomi frappa, et chaque coup tomba comme une écriture sainte trop longtemps niée. C'est la véritable histoire de Naomi, une esclave qui transforma la saison des récoltes en une nuit de jugement, où la miséricorde fut enterrée et la justice porta son visage, Dot. Avant de poursuivre la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La plantation Drayton, nichée au cœur de l'étouffante étreinte du Low Country de Caroline du Sud, était un témoignage de la barbarie dorée de l'époque. De loin, sous la lumière brumeuse du matin, elle semblait idyllique. Un grand manoir aux colonnes blanches. S&S véranda s'étendant comme les bras d'un patriarche complaisant. Des champs de coton s'étirant jusqu'à l'horizon, chatoyant sous un soleil qui bénissait les récoltes et maudissait les travailleurs. L'air épais du parfum de jasmin, de magnolia et de la saveur lointaine, toujours présente, de la décomposition des marais. Mais pour ceux qui vivaient dans son étreinte forcée, la beauté était une illusion cruelle, un voile peint sur une plaie purulente. Les fondations mêmes de la maison, les pelouses méticuleusement entretenues, la riche abondance. De la récolte, tout était arrosé de sueur et de larmes, enraciné dans la souffrance implacable de vies humaines. Ce n'était pas une maison. C'était un autel bâti pour un faux Dieu, exigeant des offrandes constantes et sanglantes dots. Le rythme de la plantation était un lent et délibéré murmure d'oppression. D'avant l'aube, lorsque le premier coq chantait une prophétie creuse, jusqu'à bien après le crépuscule, lorsque les cigales chantaient leurs complaintes, la vie des esclaves était un cycle incessant de labeur et de dégradation. Naomi connaissait intimement ces rythmes. S&S, minces, calleuses et cicatrisées, se mouvaient avec la grâce exercée d'une femme qui avait passé des décennies au service du confort d'autrui. Dans la vaste cuisine, sous la chaleur du foyer, elle était une orchestratrice silencieuse, préparant des festins qui ne toucheraient jamais ses propres lèvres, polissant l'argent qui reflétait un monde qu'elle ne pouvait observer que depuis les ombres. L'air de la cuisine était toujours lourd, épais du parfum de viande rôtie et d'épices mijotées, un arôme riche qui souvent raillait le vide rongeant de son propre estomac. Maître Archibald Drayton, le supposé seigneur de C.E. Domaine, était un homme dont la cruauté était aussi décontractée que son café du matin. Ce n'était pas un homme de rages explosives, mais d'une brutalité silencieuse et insidieuse, une goutte constante de déshumanisation qui rongeait l'âme plus efficacement que n'importe quel fouet. Son épouse, maîtresse Evelyn, perfectionnait l'art du dédain élégant, et ses yeux passant sur les esclaves avec la même indifférence qu'elle réservait à un meuble poussiéreux. Leur fils, le jeune maître Thomas, était un garçon pâle et pétulant, apprenant déjà les leçons de domination et de droit de S&S parents, S&S exigences enfantines ayant le poids d'un décret. Naomi avait été témoin d'innombrables actes de barbarie occasionnelle. Elle avait vu des hommes fouettés pour une houe tombée, des femmes brutalisées pour une insolence perçue, des enfants arrachés aux bras de leur mère et vendus en aval, leurs cris résonnant dans l'air humide, bien après que leur corps ait disparu. Un rapport de 1852, bien qu'antérieur à l'acte spécifique de Naomi, énumère 3 de CS punitions brutales pour insubordination en une seule semaine dans une plantation voisine, illustrating the pervasive nature of this violence.
Naomi avait appris à construire des murs autour de son cœur, à enfouir sa douleur sous une surface de conformité inébranlable. Elle avait appris à se mouvoir comme une ombre, à ne parler que lorsqu'on s'adressait à elle, son regard toujours baissé, son esprit apparemment brisé à la volonté de S&S Maître. Mais quelque chose avait changé en Naomi. Un mouvement souterrain, comme des plaques tectoniques grinçant sous la terre, invisibles en surface, mais se dirigeant vers une rupture inévitable. Le catalyseur de la transformation de Naomi ne fut pas une explosion soudaine, mais une érosion lente et agonisante, culminant en une blessure qui ne pourrait jamais guérir. Tout commença avec Samuel, son plus jeune fils, un garçon aux yeux profonds comme des puits et à l'esprit aussi brillant que le soleil du matin. Samuel était tombé malade avec une fièvre, son petit corps secoué de tremblements, sa respiration venant par halètement rauque. Naomi avait supplié maîtresse Evelyne pour des médicaments, pour un médecin, pour tous ces eux qui pourraient soulager la souffrance de son enfant. Mais la maîtresse, préoccupée par un bal des récoltes à venir, l'avait renvoyé d'un revers de main, murmurant à propos du coût et des inconvénients. « C'est juste l'enfant d'un travailleur des champs, Naomi », avait-elle dit, sa voix glaciale. Soit il sait, il rétablira, soit non. Je n'ai pas le temps pour de telles trivialités. Naomi avait regardé, impuissante, la lumière dans les yeux de Samuel s'éteindre, sa petite main devenir molle dans la sienne. Il mourut dans ses bras, non pas avec un cri, mais avec un soupir à peine audible, laissant derrière lui un silence plus fort que n'importe quel cri d'hôte. Les funérailles, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, furent un enterrement hâtif dans la terre anonyme derrière les quartiers des esclaves, quelques prières murmurées, puis retour au champ, retour à la cuisine. Les Drayton l'avaient à peine remarqué. Ils ne pleuraient certainement pas. Le bal des récoltes eut lieu comme prévu, une cacophonie de rires et de musique qui semblait profaner la tombe fraîche de Samuel. Naomi servit le vin, débarrassa les assiettes, son visage un masque d'une douleur si profonde qu'elle s'était consumée en une sorte de vide terrible. La rivière de SS Larmes s'était tarie, laissant derrière elle un désert de résolution. Puis, quelques semaines plus tard, Maître Drayton vendit Lena, la sœur cadette de Naomi, à un planteur de sucre en Louisiane. Lena, qui avait partagé le lit de Naomi et S&S Espoir murmuré depuis l'enfance, était simplement partie. Une transaction, une ligne dans un grand livre. Il n'y eut pas d'adieu, pas de chance pour une dernière étreinte. Naomi entendit la nouvelle d'un travailleur des champs, un murmure silencieux au milieu de la nuit, et cela lui donna l'impression que le dernier fil la rattachant à un semblant d'humanité s'était rompu. Le chagrin pour Samuel, le désespoir pour Lena, ne la brisèrent pas. Au contraire, cela la forgea. Le feu qui avait couvé en elle, alimenté par des décennies d'injustice, s'enflamma maintenant. Elle n'était pas brisée. Elle brûlait, lentement, contrôlée, attendant. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la cuisinière docile et silencieuse se était morte avec son fils et sa sœur. À sa place se tenait une femme taillée dans le granit et trempée par le feu, un vaisseau de juste colère. La transformation fut subtile, imperceptible aux yeux insouciants des Drayton. Naomi continua SS tâches, SS mouvements fluides et efficaces, mais sous la surface, un plan méticuleux prenait forme. Elle les observait maintenant, non pas comme des serviteurs observent des maîtres, mais comme un prédateur observe sa proie. Elle nota l'habitude de Maître Drayton de laisser la porte de son bureau entr'ouverte après S&S brandies nocturnes, les clés du garde-manger et de la chambre principale souvent laissées négligemment sur le bureau. Elle connaissait le craquement précis des planchers dans le couloir de l'étage, le moment exact où les rondes du veilleur de nuit l'éloigneraient le plus de la maison principale. Elle cartographia la maison dans son esprit, chaque ombre, chaque raccourci, chaque voie d'évasion potentielle d'hôte. Ses mains, autrefois habiles avec la pâte et les épices, pratiquaient maintenant une autre forme de précision. Le couteau de cuisine,
long et aiguisé, utilisé pour découper les rôtis, devint son instrument de choix. Elle passait son pouce le long de son tranchant quand personne ne regardait, sentant l'acier froid, imaginant l'acuité. Ce n'était plus seulement un outil de subsistance, c'était une promesse, une extension de SS prière non exprimée. Elle murmurait des noms sous son souffle en coupant les légumes, les noms de ceux qui avaient souffert, de ceux qui avaient été perdus. Samuel, Léna, le vieux Tobias, fouetté à mort le printemps dernier, la jeune Clara, qui s'était noyée en essayant de s'échapper à travers le marais. Chaque nom était une pierre ajoutée à l'autel de sa résolution, chaque murmure un hymne de jugement imminent. Elle regardait les Drayton festoyer, leur rire résonnant dans la grande salle à manger, et elle comptait les secondes, les minutes, les heures, jusqu'à ce que la saison des récoltes, un temps de prétendue abondance et de célébration, devienne un temps de jugement. Le silence dans son cœur n'était plus de la peur. C'était l'orage qui se formait, attendant la fissure dans le ciel d'Oth. Puis vint le moment où le silence se transforma en feu. C'était la nuit de la fête des récoltes, une grande affaire destinée à montrer la prospérité des Drayton. Le manoir scintillait de la lumière des bougies, les airs d'un violoniste engagé flottaient depuis le salon et l'air était épais du parfum de porc rôti, de tartes aux patates douces et de vin coûteux. Les Drayton et leurs invités, insouciants dans leur réjouissance, se croyaient en sécurité, protégés par leur richesse et leur blancheur. Mais Naomi, se déplaçant dans la cuisine, plateau de service à la main, sentait la tension dans l'air, non pas de la gaieté, mais de l'orage en elle. Après le départ des invités, leur carrosse résonnant sur la longue allée, un silence tomba sur la plantation. Maître Drayton, rassasié et légèrement enivré, se retira dans son bureau pour un dernier brandy avant de se coucher. Maîtresse Evelyn et le jeune maître Thomas dormaient déjà, leurs chambres obscures, leurs rêves non troublés par l'obscurité qui s'était enfin éveillée en Naomi Doth. Naomi attendit. Elle attendit que la dernière lampe fût éteinte, que la maison s'enfonce dans le silence profond et craquant de la nuit. La lune, un mince croissant, offrait peu de lumière, laissant le domaine drapé d'ombres lourdes. Elle se déplaça alors, non avec hâte, mais avec une délibération terrifiante. Et ses pieds nus ne firent aucun bruit sur les planchers de cyprès polis. Elle était un fantôme, un murmure, une ombre qui se souvenait de chaque blessure. D'abord, le bureau. La porte était effectivement entr'ouverte, un filet d'obscurité menant à la pièce. Maître Drayton était affalé dans son fauteuil, un verre de brandy à moitié vide sur la table à côté de lui, sa respiration lourde de sommeil. Son visage, d'ordinaire si arrogant, était relâché et vulnérable dans la faible lumière. Naomi se tenait au-dessus de lui, le couteau de cuisine, maintenant lourd et froid dans sa main, scintillant faiblement. Elle n'hésita pas. Elle ne trembla pas. Elle ne faiblit pas. D'un mouvement précis et exercé, issu d'années à abattre de la volaille, elle lui trancha la gorge. Le gargouillement fut bref, une toux humide, puis le silence, absolu et profond. Le sang, sombre et visqueux, jaillit de la plaie, tachant sa chemise blanche immaculée, s'imprégnant du riche cuir du fauteuil. C'était une rivière retrouvant enfin son véritable cours d'Oth. Si vous écoutez encore, écrivez « Justice » dans les commentaires, pour que je sache que vous faites partie de ceux qui ne détournent jamais le regard d'Oth. Naomi resta un instant, regardant la vie le quitter, son visage impassible. Il n'y avait ni triomphe, ni joie, seulement un sentiment glaçant d'accomplissement. Il avait versé le sang de sa famille, maintenant, le sien avait coulé. Mais ces eux n'étaient pas suffisants. Ce n'était que le début du jugement. Ce détail survit d'ailleurs dans les transcriptions judiciaires. Pensez-vous que l'histoire devrait la qualifier de criminelle ou de combattante?
Elle récupéra un calice d'argent dans la vitrine, un récipient que Maître Drayton utilisait souvent pour SCS toast cérémoniel. D'une main ferme, elle le tint sous son cou, recueillant le sang chaud et coulant jusqu'à ses qu'il soit presque plein. C'était un sacrement sombre, une communion inversée. Puis, elle se dirigea vers la chambre principale. Maîtresse Evelyn dormait, son visage serein, intouché par les hauts reurs que sa maisonnée infligeait. Naomi la réveilla doucement, sa voix un murmure bas et guttural. Les yeux d'Evelyn s'ouvrirent en battant des paupières, la peur fleurissant instantanément en voyant Naomi, le couteau, la silhouette maculée de sang. Un cri se bloqua dans sa gorge, étouffé par la terreur. Naomi pressa la lame contre son cou, pas assez fort pour couper, mais assez pour transmettre la finalité absolue du moment. « Bois », commanda Naomi, sa voix rauque, le premier mot qu'elle avait prononcé dans CE qui semblait une éternité. « Bois de sa vie, comme nous avons bu de sa cruauté. » Maîtresse Evelyn gémit, secouant la tête, des larmes coulant sur son visage. Naomi resserra sa prise, une force silencieuse et inflexible. Les yeux de la maîtresse se posèrent sur le calice, puis sur le couteau, puis revinrent sur le visage de Naomi, qui était maintenant un masque de fureur ancestrale. Lentement, à contre-cœur, sa main tremblante, Evelyn prit le calice. L'odeur métallique du sang emplit la pièce. Naomi observa inébranlable, tandis qu'Evelyn, bâillonnant, se forçait à avaler le liquide chaud et visqueux. Chaque gorgée était une nouvelle agonie, une consommation symbolique du mal même qu'elle avait incarné. Lorsque le calice fut vide, Naomi regarda la maîtresse s'effondrer, vomissant, son corps secoué d'horreur et de répulsion. Ensuite, le jeune maître Thomas. Il se réveilla avec un halètement effrayé, alors que Naomi entrait dans sa chambre, le couteau ensanglanté et le calice toujours dans ses mains. C'était un garçon, oui, mais il était aussi l'héritier de l'héritage cruel de son père, pratiquant déjà SCS propre petite cruauté sur les jeunes enfants esclaves, imitant le dédain de sa mère. Naomi l'avait vu, l'avait entendu. Elle lui offrit le calice, SCS yeux brûlants comme des charbons. « Ton tour, jeune maître, » murmura-t-elle. « Goûte la récolte que tu as semée. » Thomas, sanglotant, tenta de refuser, mais la terreur dans les yeux de Naomi, la prise inflexible de sa main, força le calice à SCS lèvres. Il s'étouffa, toussa, le sang dégoulinant sur son menton, mais il avala. Il but. Le rituel était accompli d'hôte. Naomi tourna ensuite son attention vers la famille, un par un. Elle les rassembla, non pas dans une démonstration de pouvoir, mais dans un acte délibéré de témoignage. Elle égorgea maîtresse Evelyn, sa rage silencieuse en contrepoint des halètements terrifiés de la femme. Puis, le jeune maître Thomas, qui tenta de supplier, de mendier, mais la volonté de Naomi était un mur de fer. Sa mort fut rapide, un écho glaçant de celle de son père. Les registres de la plantation la listèrent seulement comme cuisinière, 38 ounces, valeur de propriété $800. Mais cette nuit-là, ces registres devinrent des mensonges écrits dans la cendre, car la valeur de sa vie, le coût de sa souffrance, était maintenant payé en sang. Le rapport du coroner décrivit plus tard la scène comme un abattoir sans précédent dans le sud civilisé, évitant délibérément les implications complètes de l'aspect rituel. Mais il y avait un détail que personne n'aurait pu prévoir. Après que le jeune maître Thomas eut rendu son dernier souffle, Naomi ne s'enfuit pas. Elle ne se cacha pas. Elle ne tenta pas d'effacer SCS Hack, Tions. Au lieu de cela, elle se dirigea avec détermination vers la cuisine, nettoya le sang du couteau avec des mouvements calmes et délibérés, et puis s'assit à la table rustique, attendant. Elle avait accompli sa sombre prophétie. L'air de la maison, autrefois lourd du parfum de jasmin et de richesse, empestait maintenant le fer et la mort. Le silence était absolu,
brisé seulement par le ululement lointain d'une chouette, un son plaintif qui semblait reconnaître le profond changement qui s'était produit Dot. Ce fut le contremaître, effectuant S&S ronde matinale, qui découvrit le carnage. Essie's cris déchirèrent l'aube, brisant la paix fragile, appelant un torrent de panique et de peur. La communauté blanche de Charleston réagit avec choc et indignation, un halètement collectif d'incrédulité qu'une telle atrocité puisse se produire dans leur monde soi-disant ordonné. Une esclave, une simple femme, avait osé riposter non seulement par la violence, mais par un acte horrible et rituel qui évoquait une vengeance ancienne et primale. La peur qui avait toujours couvé sous la surface du système esclavagiste, la peur de la rébellion, des esclaves se soulevant, éclata maintenant en un brasier généralisé. Naomi fut retrouvée, calme et immobile, toujours assise à la table de la cuisine, les mains posées sur S&S genoux. S&S yeux, bien que fatigués, portait un regard inébranlable et inflexible qui troubla même S&S ravisseur. Elle n'offrit aucune résistance, aucune confession, aucune supplique. Son silence fut sa dernière et plus puissante arme, un témoignage de sa conviction inébranlable. Elle fut arrêtée, brutalisée et soumise à un procès rapide et simulé. L'issue ne fit jamais de doute. Les accusations étaient claires, meurtre, insurrection et un acte si odieux qu'il défiait toute description. Ils la traitèrent de démon, de sauvage, d'animal. Ils réclamèrent son exécution rapide et sans pitié, un spectacle public destiné à calmer la vague montante de peur et à réaffirmer le pouvoir absolu du maître blanc. Le procès fut une mascarade de justice, une représentation destinée à renforcer l'ordre existant. Personne ne parla pour Naomi. Sa voix, si elle avait choisi de l'utiliser, aurait été noyée par le vacarme des accusations et des condamnations. Les hommes blancs aux perruques poudrées et aux cols amidonnés ne virent qu'une sauvage, une menace pour leur monde soigneusement construit, non une femme brisée et refaite par une souffrance inimaginable. Ils parlèrent de loi et d'ordre, de propriété et de juste possession, sans jamais reconnaître l'humanité des victimes qu'elle cherchait à venger. Elle resta silencieuse tout du long, ses yeux fixés sur un point lointain, témoin silencieux de leur hypocrisie, juge silencieux de leur jugement. Son silence n'était pas une reddition. C'était un orage attendant la fissure dans le ciel, un coup de tonnerre encore à retentir Dot. Le jour de son exécution se leva clair et lumineux, un contraste cruel avec le sombre acte qui les avait tous menés à ces spectacles sinistres. Une potence avait été érigée sur la place de la ville, une croix de bois austère se découpant sur le ciel bleu. Une foule s'était rassemblée, un mélange de blancs effrayés et d'esclaves silencieusement attentifs, leurs visages ne trahissant rien, mais leur cœur peut-être agité par une espérance dangereuse. Naomi fut conduite à la potence, la tête haute, le pas ferme. Elle ne portait pas de chaîne, car son esprit était déjà libéré. Elle ne courut pas. Elle ne se cacha pas. Dot. Le prédicateur parla de péché et de damnation, de la juste colère de Dieu contre ceux qui défiaient leurs conditions. Mais le regard de Naomi, fixe et inébranlable, semblait percer ces paroles, les rendant creuses. Elle se tenait sur la plateforme face à la foule, sa silhouette nette découpée sur le soleil du matin. Ses yeux balayèrent les visages, s'attardant peut-être sur les esclaves, ou un éclair de quelque chose passant entre eux, un message compris sans mots. Ils lui demandèrent si elle avait un dernier mot. Elle secoua la tête, un léger mouvement presque imperceptible. Son silence fut son dernier sermon, un évangile de défi prêché depuis la potence Dot. La corde fut passée autour de son cou. La trappe s'ouvrit. Son corps se convulsa un instant, puis devint immobile. Mais même dans la mort, Naomi ne plia pas. Elle ne supplia pas. Elle ne se repentit pas. Son immobilité était profonde,
son esprit planant déjà, non souillé par la terre qui avait cherché à l'enchaîner. Ni Dieu, ni le ciel, ni les Écritures ne les avaient sauvés. Cette nuit-là, la justice porta son visage histoire de Naomi, bien que rapidement supprimée des histoires officielles, ne put être effacée de la mémoire collective des esclaves. Elle perdura en murmures, à voix basse autour des feux de camp, dans les chants secrets entonnés dans les champs. Elle devint une légende, un nom chuchoté, une présence spectrale qui hantait les grandes maisons et les rêves de leurs maîtres. La plantation Drayton, autrefois symbole de richesse et de pouvoir, devint un lieu de terreur. On disait que la maison était hantée, que la faible odeur de fer persistait dans la chambre principale, que certaines nuits, une silhouette silencieuse et sombre pouvait être vue se déplaçant dans les couloirs éclairés par la lune. La plantation fut finalement abandonnée, S&S champs envahis, sa grande maison tombant en ruine, lentement reprise par la nature sauvage tenace du Low Country, comme si la terre elle-même cherchait à se purger de l'horreur dont elle avait été témoin. Pour les esclaves, Naomi n'était pas une criminelle, mais une libératrice d'esprit, un annonciateur d'une justice qui semblait autrement impossible. Elle était le fantôme qui rappelait aux maîtres que leur règne n'était pas absolu, que même les plus brisés pouvaient devenir un instrument de châtiment divin. Son acte, brutal et terrifiant, devint un témoignage du poids insupportable de l'oppression, un avertissement sévère que l'esprit humain, poussé au-delà de S&S limites, trouverait S&S propre moyen horrible de riposter. Son nom, Naomi de Charleston, devint synonyme d'un autre type de liberté, une liberté née non de l'évasion, mais d'un règlement de compte absolu et inflexible. Elle était une tempête, une cendre, une rivière, un feu, une parcelle de terre qui se souvenait de chaque blessure, et le vent qui porta son histoire à travers les générations, assurant que le Sud se souviendrait en effet de cette nuit, en murmure, quand la miséricorde prit fin et que la justice commença. L'histoire de Naomi, bien que rapidement supprimée des histoires officielles, ne put être effacée de la mémoire collective des esclaves. Elle perdura en murmures, à voix basse autour des feux de camp, dans les chants secrets entonnés dans les champs. Elle devint une légende, un nom chuchoté, une présence spectrale qui hantait les grandes maisons et les rêves de leurs maîtres. La plantation Drayton, autrefois symbole de richesse et de pouvoir, devint un lieu de terreur. On disait que la maison était hantée, que la faible odeur de fer persistait dans la chambre principale, que certaines nuits, une silhouette silencieuse et sombre pouvait être vue se déplaçant dans les couloirs éclairés par la lune. La plantation fut finalement abandonnée, S&S champs envahis, sa grande maison tombant en ruine, lentement reprise par la nature sauvage tenace du Low Country, comme si la terre elle-même chercha à se purger de l'horreur dont elle avait été témoin. Pour les esclaves, Naomi n'était pas une criminelle, mais une libératrice d'esprit, un annonciateur d'une justice qui semblait autrement impossible. Elle était le fantôme qui rappelait aux maîtres que leur règne n'était pas absolu, que même les plus brisés pouvaient devenir un instrument de châtiment divin. Son acte, brutal et terrifiant, devint un témoignage du poids insupportable de l'oppression, un avertissement sévère que l'esprit humain, poussé au-delà de S&S limites, trouverait S&S propres moyens horribles de riposter. Son nom, Naomi de Charleston, devint synonyme d'un autre type de liberté, une liberté née non de l'évasion, mais d'un règlement de compte absolu et inflexible d'hôte. Au moment où la trappe s'ouvrit, un halètement collectif parcourut la foule assemblée. Pendant une seconde fugace, le monde sembla retenir son souffle. Puis, un soupir collectif, un relâchement de la tension qui s'était enroulé serré dans chaque ventre. Le corps de Naomi, suspendu entre terre et ciel, se balança doucement dans la brise matinale naissante. Sa peau sombre, prise par le soleil levant, semblait absorber la lumière, rendant sa présence presque éthérée,
même dans la mort. Le prédicateur, sa voix maintenant dépourvue de son feu précédent, marmonna une bénédiction hâtive, et ses yeux fermement fixés sur S&S Écriture, évitant le jugement silencieux qui planait devant eux. Parmi les spectateurs blancs, un mélange de satisfaction sombre et de malaise persistant imprégnait l'air. Ils avaient été témoins de la réaffirmation ultime de leur domination, de la conséquence brutale de la défiance. Pourtant, la nature rituelle de l'acte de Naomi, les détails glaçants du calice de sang, s'étaient enfoncés profondément dans leur psyché collective. Ce n'était pas simplement une exécution, c'était une tentative d'enterrer une peur qui avait été violemment déterrée. Ils se dispersèrent rapidement, leurs pas traînant sur la rue poussiéreuse, désireux de retourner à l'illusion d'ordre, au confort de leur maison, où ils allaient sans doute verrouiller leurs portes un peu plus solidement, et regarder leur propre personnel domestique asservi avec une suspicion nouvelle. La question tacite planait dans l'air humide. Combien d'autres Naomi se cachaient sous la surface de leur sourire docile? Mais parmi les hommes et femmes esclaves forcés d'assister au spectacle, la réaction fut différente, plus complexe et infiniment plus profonde. Leurs visages restèrent impassibles, éduqués par des générations d'oppression à ne trahir aucune émotion en présence de leur maître. Pourtant, dans le subtil changement d'un regard, le serrement presque imperceptible d'une mâchoire, le léger tremblement d'une main, une narration plus profonde se déployait. Ils ne virent pas une criminelle, mais une martyre, pas une folle, mais une prophétesse. Naomi avait dit sa vérité, non avec des mots, mais avec du sang, et son message résonnait avec une puissance qui transcendait la potence. Dot, dites-moi, auriez-vous fait la même chose si vous aviez vécu cette vie? Commentez oui ou non, Dot. Dans les jours et semaines qui suivirent, Charleston vibra d'une énergie nerveuse. Les patrouilles furent augmentées, les codes de l'esclavage existants furent révisés et renforcés, et tout rassemble. Mais d'esclaves, aussi innocent soit-il, fut considéré avec une suspicion immédiate. Les journaux officiels, contrôlés par la classe des planteurs, publièrent des récits sensationnalistes de l'Atrocity de Drayton, dépeignant Naomi comme une créature monstrueuse, un produit d'une sauvagerie inhérente, un conte moral destiné à terrifier et à contrôler. Ils mirent l'accent sur la brutalité, la défiance contre nature, mais omirent méticuleusement toute mention des décennies d'abus systématiques qui avaient forgé un tel acte. C'était une narration délibérée, conçue pour diaboliser Naomi et justifier la brutalité continue du système. Historiquement, cette réaction n'était pas unique. Des incidents comme la conspiration de Denmark-Vesey, découverte juste un an avant l'acte de Naomi, avaient déjà instillé une profonde paranoïa à Charleston, conduisant à des restrictions encore plus sévères et à une surveillance accrue de la population esclave, renforçant la structure du pouvoir blanc. L'acte de Naomi, pour beaucoup, confirmait leurs peurs les plus sombres d'hôtes. Pendant ces temps, la plantation Drayton gisait silencieuse, une plaie béante sur le paysage du Low Country. Les esclaves restants furent rapidement vendus, dispersés dans d'autres plantations, leur vie à nouveau déracinée. Le manoir, autrefois un phare d'opulence, devint un tombeau. Les fenêtres, laissées sans volets, regardaient fixement les marais, accumulant poussière et toiles d'araignée. L'odeur de jasmin et de magnolia commença à céder la place à l'odeur humide et terreuse de la décomposition, du bois qui se déforme et du plâtre qui s'effrite. Les pelouses autrefois soignées devinrent sauvages, retrouvant leur nature indomptée, de hautes herbes et des lianes grimpantes commençant leur marche lente et inexorable sur les sentiers de pierre. Aucun nouveau maître n'osa acheter le domaine Drayton. Il était maudit, chuchotait-il. La terre elle-même, croyait-il, avait absorbé l'horreur, le sang, le jugement. Les fermiers évitèrent les champs, affirmant que le sol refusait de produire, que les récoltes flétrissaient prématurément, comme si elles ne voulaient pas tirer profit de la terre où un tel jugement s'était produit. Les grandes colonnes commencèrent à pencher, la peinture s'écailla en longues bandes enroulées comme une peau desséchée, révélant le bois brut et vulnérable en dessous.
L'air même autour de la propriété semblait plus lourd, imprégné d'un calme sombre qui tenait à distance même les plus curieux. C'était une manifestation physique d'une ruine morale, un monument au prix d'un péché impardonnable. La maison devint lentement une avec la nature sauvage environnante, une sentinelle silencieuse observant le passage du temps, un fantôme de son ancien moi, sa grandeur réduite à un souvenir squelettique d'Dot. Mais l'histoire de Naomi ne mourut pas avec la plantation Drayton. Elle vécut, respira et muta dans les traditions orales des esclaves. Dans les conversations chuchotées tard dans la nuit, dans le vrombissement rythmique des champs de travail, dans les allégories tissées dans les spirituals, le nom de Naomi résonna. Elle n'était pas toujours nommée directement. Parfois, elle était la femme qui marchait comme le feu, ou la silencieuse qui parlait avec un couteau. Son histoire devint un outil, une arme, un réconfort. C'était un avertissement aux maîtres, murmuré de loin, que leur cruauté avait des limites. C'était une inspiration pour les esclaves, un témoignage du pouvoir féroce de la résistance. Même lorsque les chances étaient insurmontables, les enfants entendaient des histoires de son fantôme, une silhouette sombre aux yeux de braise, qui patrouillait les coins sombres de la plantation. Un protégeant les innocents, effrayant les cruels contremaîtres. On leur racontait les taches de sang qui ne pouvaient jamais être lavées, réapparaissant à chaque pleine lune, une marque permanente de la transgression des Drayton. Pour certains, Naomi était une figure de pure vengeance, une force terrifiante de la nature. Pour d'autres, elle était un symbole d'espoir, une promesse que même dans la nuit la plus noire, la justice pouvait trouver un moyen de se manifester. Son acte, bien que né d'une immense souffrance, fut réinterprété à travers le prisme de la survie et de la résistance, devenant un mythe fondateur dans leur lutte pour la liberté. Au fil des générations, les détails exacts de la consommation de sang ont souvent changé, parfois adoucis, parfois rendus plus viscéraux, selon le conteur et le public. Mais la vérité fondamentale demeurait. Naomi avait osé prendre le contrôle, inverser le scénario, forcer S&S oppresseurs à consommer l'essence même de leur propre barbarie. Son histoire servit de contre-récit puissant à l'histoire blanche dominante, un témoignage de l'humanité profonde et de la résilience d'un peuple systématiquement privé des deux. Elle ne fut pas oubliée. Elle fut rappelée, non pas dans des archives poussiéreuses ou des monuments publics, mais dans les espaces les plus sacrés, les cœurs et les esprits de ceux qui comprenaient le véritable coût de son sacrifice. Son héritage n'était pas celui de la violence pour la violence, mais d'un acte désespéré et final pour retrouver la dignité, affirmer la valeur, graver une vérité brûlante dans le tissu même du Sud-Dot. Son nom, Naomi de Charleston, devint un murmure grave et résonnant sous la surface de l'histoire, une mélodie de défi qui continue de résonner à travers les couloirs ombragés de la mémoire. Cela nous rappelle que même dans les systèmes les plus brutaux, l'esprit de justice, aussi laid, entend, supprimé soit-il, finira par trouver sa voie, que CE soit dans un murmure, un chant ou le silence glaçant d'un couteau. C'est la véritable histoire de Naomi, une esclave qui transforma la saison des récoltes en une nuit de jugement, où la miséricorde fut enterrée et la justice porta son visage d'autre. Le sol du Low Country, CE témoin silencieux, continua de garder son histoire, non pas dans des registres écrits qui cherchaient à l'effacer, mais dans les racines profondes de S&S arbres anciens, dans le cri plaintif des oiseaux des marais, dans l'air même qui portait le parfum de la rébellion et du souvenir. L'héritage de Naomi n'était pas seulement les vies brisées des Drayton, mais l'esprit inébranlable des générations qui trouvèrent en elle un évangile féroce et inflexible de l'estime de soi. Son nom devint un texte sacré, récité dans l'obscurité, une promesse que les balances de la justice, bien que lentes à basculer, trouveraient finalement leur terrible équilibre. Pour le Sud, son acte fut une cicatrice, une blessure qui refusait de guérir, un cri constant et silencieux contre la façade idyllique. Pour ceux qui enduraient, c'était le son d'une chaîne brisée, le premier murmure d'un orage qui finirait par déchirer le ciel,
changeant à jamais le paysage de CE qui était possible. Naomi, la cuisinière tranquille, devint le feu rugissant, la pierre inébranlable, le sang qui arrosa les graines d'une liberté encore à naître, assurant que la véritable histoire, écrite non pas à l'encre mais dans la défiance, ne serait jamais réduite au silence d'hôte. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas défiler. Abonnez-vous, aimez et partagez. Laissez la flamme de Naomi brûler. Laissez son nom résonner là où régnait autrefois le silence.